C'est bon quoi, chaud. Le chaud quoi de baga on peut sonner chaud, vrai chaud de baga capé. Nous sommes chaud quoi de coca pour de baga nous sommes. Vraiment que nous tout quoi. En tout cas. Et puis nous pour nous ça va être ça. Faut mona tawa baba sur le pédalo. Donc vrai chaud. Il y a vrai chaud. Ça va. Donc ça peut pas la peu au Congo. Parce que fallait tamara tamase parce que le poulet nous fange pas. Le poulet paye côté mangu betu au baou de Tanzanie ka salamu. Nana sabu da kako. Kwa monastari ya margi. Ilombo nanke ndo star. Là, ça vous va, nous? Ouais, là c'est bon. Là, c'est bon. Non, on enlève le cheptel là. Non, c'est bon, ça peut rester. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le monde actuel, avec ses conflits et crises, rares sont ceux, si l'on a, qui ne soient pas à la recherche d'un nouvel ordre de choses où chacun puisse vivre en harmonie et en juste relation avec les autres. Malgré tout, il est possible de discerner un chemin ou dessein qui guide le genre humain vers sa prochaine étape. L'ordre ancien qui a façonné le monde ne répond plus aux désirs actuels en mutation, et ce,
dont nous sommes actuellement témoins. Bien que cela soit particulièrement obscurci par un chaos extérieur, est une réorientation de la façon de vivre basée sur de nouveaux principes et des valeurs. Le conflit qui existe actuellement dans le monde ou société provient en grande partie du fait d'individus, de groupes et de nations qui se battent pour maintenir leurs principes, pour les choses qu'ils estiment être justes. On commence à peine à réaliser qu'il existe des principes inférieurs et d'autres supérieurs. Les principes inférieurs concernent d'habitude le plus grand bien de la minorité, les rares élus, alors que les principes spirituels supérieurs concernent le plus grand nombre de la majorité. À cause de leur exclusivisme étroit, les principes inférieurs ne fournissent que des solutions temporaires, et tandis que les principes supérieurs qui tiennent compte des résultats et d'intérêts plus larges sont plus susceptibles d'apporter des solutions durables. Aujourd'hui, dans la conscience humaine, commence à se faire jour l'idée que nous sommes un monde. Les pays qui couvrent notre planète deviennent interdépendants et les activités d'une nation ou d'un groupe de nations peuvent affecter directement ou indirectement le reste du monde. Ce que fait une nation n'est plus seulement sa propre affaire, mais fait l'objet d'un examen par le reste du monde et est approuvé ou blâmé suivant le cas. Ce n'est qu'au cours de ces dernières générations que l'humanité a développé un intérêt croissant pour les affaires mondiales, et à tel point que la planète peut à juste titre être décrite comme un village mondial. Si nous continuons à progresser avec cette allure, qui peut dire quelle sera la qualité de la conscience planétaire dans quelques générations. Mesdames, Messieurs, le Conseil national des Républicains, force politique qui défend les valeurs de paix, de démocratie et de justice sociale, a rendu permissive la signature de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités avec le gouvernement le 23 décembre 2017 à Kinkala, dans le département du Pôle. Nous mobilisons nos énergies pour consolider cette paix nuit et jour. À titre d'illustration, l'on peut noter que dans la mise en œuvre de cet accord de paix, par la commission ad hoc mixte et paritaire mise en place à cet effet, avec notre concours permanent, des avancées fort significatives suivantes. Le démantèlement des barrières informelles, la réouverture des voies de communication, la libre circulation des personnes et des biens, le ramassage de 8007 armes, toutes catégories confondues. À travers ces actions fortes, le pôle est devenu fréquentable et accessible à tous. À côté de cet actif,
nous attendons que soient mis en œuvre les engagements ci-après, le processus de notre réinsertion professionnelle, la réinsertion socio-économique des ex-combattants, la libération des résidences privées jusque-là occupées par la force publique, notamment Soumouna et Mwamboudi. L'allègement progressif du dispositif militaire dans le pôle, tel que recommandé par l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités. Par ailleurs, et malgré tout, nous nous sommes orientés dans une perspective de développement, particulièrement dans le pôle, dans le secteur de l'agriculture, avec 200 hectares de manioc cultivés à Vinza, de la construction d'infrastructures de base communautaires, notamment dans le registre de l'éducation et de la santé à Mayama, Vinza et Mindouli. Notre vision qui prend son envol dans le pôle connaîtra son extension dans tout le pays afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Il est clair en effet que devant l'immensité de la tâche, nos maigres efforts ne peuvent suffire. Le concours des partenaires tant nationaux qu'internationaux est plus que sollicité. Mesdames, Messieurs, le marasme économique et social accentué par la crise sanitaire mondiale nous oblige à penser et à vivre autrement. Pour ce faire, il nous faut un réveil de conscience dans un élan de solidarité, de fraternité et de patriotisme. La politique ne doit pas être considérée comme la seule ligne substantielle pour connaître les grands essors et pour réussir individuellement ou collectivement. Elle n'est pas, de notre point de vue, une panacée pour sortir notre pays de l'ornière économique et sociale. Nous devrons encourager les initiatives individuelles et communautaires sur la voie du développement pour le bien de chacun et de tous. Nos pères ont fait des choix difficiles, mais courageux, avec autant de sacrifices que de détermination pour arrimer notre pays dans dans la dynamique des nations civilisées et dans la voie du progrès. Ces choix ont porté des fruits perspectibles dans bien de domaines économiques, sociaux, scientifiques, politiques, etc. Malheureusement, aujourd'hui et maintenant, nous constatons avec amertume que tous ces efforts consentis laborieusement sont en train d'être sapés à vue d'œil et au profit d'intérêts partisans et égoïstes. La précarité, le chômage endémique des jeunes, le non-paiement des pensions des retraités et des bourses des étudiants, l'insécurité grandissante dans les écoles et les cités
avec le phénomène dit bébé noir, la pauvreté, la corruption, l'injustice sociale sont autant de mots qui minent dangereusement notre société. Mesdames, messieurs, à l'orée de l'élection présidentielle, l'opinion publique nationale et internationale attend que la voix du président du CNR se fasse entendre. En effet, le Conseil national des Républicains, convaincu que la démocratie doit suivre son cours normal, pense que l'élection présidentielle doit se faire dans la paix. La transparence, la liberté et dans le respect des règles du jeu démocratique. Elle ne doit pas être l'occasion de réveiller les vieux démons de la division, la haine, de règlement de compte comme il y a de cela quelques années. Partant, le Conseil national des Républicains informe l'opinion nationale et internationale qu'il ne présente aucun candidat et ne soutient aucune candidature. Au cours de cette élection présidentielle, le Conseil national des Républicains invite tous les candidats à faire preuve de tolérance, d'amour, de grandeur, de patriotisme et de fair play. Mesdames, messieurs, nous ne le dirons jamais assez que la clairvoyance ou la vision constitue un élément essentiel de la vie quotidienne des plus doués d'entre nous. Elle nous permet de nous guider dans notre environnement. Cette aptitude à discerner est obligatoirement nuancée par le degré de la lumière disponible pour éclairer le chemin. On peut facilement se présenter le rapport existant entre la lumière et la clairvoyance, en prenant pour exemple l'aube d'un jour nouveau. Lorsqu'elle s'élève, en dissipant l'obscurité, provoque une foule d'ombres illusoires et déformées, jusqu'à ce que le soleil, en s'élevant plus haut dans le ciel, éclaire tout le champ de vision et révèle les choses telles qu'elles sont. Mais à ce moment, la brume, le brouillard peuvent encore gêner la vision tout en créant d'autres formes illusoires. Au niveau plus élevé, on trouve également la clairvoyance ou la vision interne que l'humanité peut arriver à développer et utiliser, car elle en a la capacité. On a défini cette vision interne comme la capacité de déplacer la vision de ce qui est pour discerner ce qui pourrait être. Cette aptitude innée permet d'arriver à ce qui est vaste et plus élevé que soi-même et de l'appréhender. Elle inclut le pouvoir d'atteindre et d'apprécier le monde de la signification, de saisir
les idées par intuition, de percevoir l'inconnu et d'enregistrer et de mémoriser ce qui est juste, beau et vrai. Cette aptitude caractérise le grand mystique, l'explorateur, le chercheur, ainsi que l'architecte, le savant, le religieux et tous les serviteurs de l'humanité dans tous les domaines d'activité. La vision interne n'est pas statistique. Elle se précise et s'élargit grâce au développement du bon sens de l'esprit, éclairé par la lumière de l'âme. Seule une élite avait accès à la lumière extérieure. Aujourd'hui, ceux qui détiennent la vision à plusieurs degrés sont certainement beaucoup plus nombreux. Cette vision, cette situation a engendré une multitude de points de vue, dont certains sont illusoires, exprimons avec force dans l'environnement, et plus que jamais aujourd'hui, par l'intermédiaire des médias. En dépit du chaos extérieur et de l'influence constamment exagérée par une large gamme de concepts et d'idées sur la conscience humaine, nombreux sont ceux dans toutes les régions du globe terrestre qui développent les bases sûres pour construire l'avenir. La vision véritable va de pair avec la révélation d'un tout plus vaste. Elle apporte en outre la reconnaissance dans la dualité entre la vie matérielle égoïste et l'objectif matériel désintéressé. Elle s'accompagne également d'une perception de la souffrance, des peines, des besoins sur tous les plans, d'un après à servir, quelle que soit la manière à servir. En contrepartie d'une vision élargie permettant à travailler et pour préparer l'avenir sans être abusé par la perspective à court terme. Mesdames, Messieurs, dans la perspective du changement à venir, il nous faut une nouvelle qualité d'imagination. Une nouvelle qualité d'imagination planétaire. Nous ne critiquons pas cette forme de matérialisme qui pousse l'individu en tant que citoyen à apprécier, à louer les réalisations et les valeurs que sa terre natale a apportées en contribuant au bien-être et au bonheur de toute espèce. Nous n'allons pas non plus à une homogénéisation internationale, car nous nous réjouissons de l'unicité culturelle et nationale, mais nous faisons un plaidoyer sur plusieurs décennies d'observation de la condition humaine de notre point de vue unique et pire. S'il implique que l'on accepte ouvertement d'appartenir, ce qui est déjà un état de fait, à l'espèce humaine, ou aussi, bien qu'à notre communauté locale, ou à une nation, nous croyons même que le manque d'une personne véritablement cultivée et imaginative à l'orée du XXIe siècle serait se sentir citoyen planétaire selon Tanz.
La lumière de la vérité est progressivement révélée dans la lumière de la connaissance. L'opinion publique est le résultat de la recherche de la vérité par les masses. Car, selon les définitions des dictionnaires, l'opinion publique est ce qui nous semble être probablement vrai. Le stade du développement de l'opinion publique actuellement atteint est donc semblable à celui de l'individu dont les difficultés apparemment insolubles est en train de l'obliger à reconnaître qu'elle constitue un problème radical dans sa conscience et qui exige une solution radicale. C'est le point où le problème commence à être reconnu comme étant de nature spirituelle, comme étant l'un de ceux qui ne peuvent être surmontés que par une action personnelle. Le temps où l'on se remet aux autres, la jeune génération à celle qui la précède, un peuple à son gouvernement, ou bien l'humanité à un quelconque deus machina est révolue. Mesdames, messieurs, l'humanité est sur le point de découvrir son âme et à croire que l'opinion publique se tourne vers une direction, ce qui semble être probablement vrai, se reflétera et se manifestera dans un changement spectaculaire de l'opinion publique. Vive la paix, vive la démocratie. Je vous remercie pour votre aimable attention. Pour la parole, je vous salue et toute l'équipe qui vous accompagne. Je suis Loïcia Martial, j'interviens pour le compte de RFI. 3 petites questions d'éclaircissement puisque vous avez été un peu précis dans votre mot liminaire. J'aimerais que vous reveniez un peu sur le processus de pacification du peuple. Est-ce qu'on peut aujourd'hui se permettre de dire que l'accord que vous avez eu à signer fin décembre 2017 avec le gouvernement est bien appliqué par les deux parties, c'est-à-dire vous et le pouvoir? Vous savez que je suis un acteur politique majeur. Peut-être que je devrais être candidat aussi. Mais sur les points que nous avons évoqués dans cet accord qui devrait être appliqué, les points qui concernent par exemple mon statut particulier, c'est ce qui devait me permettre effectivement de circuler librement et puis d'aller vers ceux-là que je devrais inviter à soutenir ma vision. Mais comme cela n'a pas été jusqu'à aujourd'hui, donc je n'ai pas de statut. Et puis la question de ma garde aussi, que j'avais déjà négocié, j'avais obtenu un quota de 30 gardes, donc 30 militaires. Et nous attendons l'affectation de ces militaires-là jusqu'à aujourd'hui, qui ne s'est jamais tenue. Donc, tenant compte de tous ces aspects-là, puisque je ne devrais pas toujours rester dans le fond, par mes propres moyens, par mes propres initiatives, j'ai été obligé de venir jusqu'ici parce que j'avais acheté ici depuis avant qu'on construise cette route. Voilà. Donc, j'avais pensé que quand on crée un parti, c'est que on a une vision des choses. Et dans cette vision, nous avons des priorités. Donc, parmi les priorités, il y a la santé et puis l'éducation. Voilà. C'est pourquoi
au lieu de rester là-bas à Vinza, en train de croiser les bras, d'attendre que le gouvernement puisse arranger les points qui restaient, je suis arrivé jusqu'ici pour travailler. Et c'est un site qui est en construction. Et nous attendons que le gouvernement effectivement hâte ses pas pour faire ce qui lui revenait effectivement de réaliser. Mais en attendant, le calendrier est arrivé. C'était le calendrier électoral. Et dans ce sens, j'ai dit, je ne peux pas mettre les charrues avant les bœufs. Du fait que, depuis que nous avons signé la paix, si ça fait déjà 3 ans, je n'ai jamais circulé ni dans le pool, c'est-à-dire fréquenter les districts. Par exemple, je n'ai jamais été à Mayama. Je n'ai jamais été à Kindamba. Je n'ai jamais été à Mindouli, à Kinkala et partout. Parce que j'attends que d'abord, cette question qui est cruciale, c'est-à-dire la sécurité, puisse être d'abord résolue. Donc, pour vous répondre à votre première question, c'est ce que j'ai tenu à dire à votre endroit. Nous sommes dans un processus électoral. On se souvient qu'en 2016, vous avez eu à soutenir clairement un candidat, en la personne de Guy Brice Parfait Kolela, ce n'est pas un secret. Mais cette fois-ci, vous n'avez pas de candidat. Vous ne donnez pas de consigne de vote non plus. Mais quelle est quand même l'analyse que vous faites du processus électoral présentement, avant l'élection? À sa manière d'apprécier ce qui se passe, ce qui se fait. Mais selon moi, s'il y a eu peut-être au départ plusieurs candidats et des gens influents aussi, c'est-à-dire des gens qu'on voyait qu'ils pouvaient faire partie de la course, mais qui étaient obligés de s'abstenir. Pourquoi? Mais c'est parce que les choses ne sont pas claires, les choses sont flouées. Donc, pour ma question, si Guy Parfait Kolela aujourd'hui est candidat et que je ne sois pas avec lui, bon, c'est parce que depuis que j'ai fait la paix, parce que au sortir de la guerre que nous avons connue, nous savons que Guy Parfait Kolela n'était pas neutre dans cette guerre. Parce que c'est quand je revenais du grand meeting organisé au stade Marchand, et à partir de Nganga Lingolo, j'avais été fusillé. Et j'avais perdu 2 des membres du CNR. Et du côté de la population, puisque c'était en plein marché, il y avait eu aussi 3 morts. Donc soit un total de 5 personnes qui étaient mortes ce jour-là. Bref, je ne reviens pas en arrière. Nous savons nous tous que l'élection présidentielle est une élection de grande envergure. On ne pouvait pas attendre jusqu'à une semaine sans qu'on la proclame. On est arrivé jusqu'à 2 semaines. Les populations, les sympathisants et tout le monde finalement s'était levé. Moi pour le moment je me retrouvais quelque part. Parce que j'avais eu un cas de décès. Et après, quand j'apprends qu'il y a eu des fusillades ou quoi, j'étais obligé d'appeler ceux qui étaient à Brazzaville pour leur dire que, écoutez, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Nous devrons nous asseoir. Nous devrons tabler sur des points que nous trouvons louches. Et quand j'ai fait cette demande, c'est vrai, le ministre de l'Intérieur, le ministre Boulou m'avait écrit, me demandant d'envoyer des émissaires arrivés à Brazzaville. C'est ce que j'avais fait. J'avais envoyé Monsieur Tondo. Non, Monsieur Tondo était en prison puisque lui, il était à Brazzaville. Et voilà. Oui, lui, il était parti. Ben, oui, après, il était retenu là-bas. C'est-à-dire, 6 mois après, dans les négociations, finalement, ceux qui étaient partis, ils étaient retenus et on les avait mis en prison. Avec un mandat d'arrêt signifiant que
je devrais être traqué et que je devrais soit me rendre à Brazzaville. J'ai dit, nous sommes dans une situation politique. Et puis moi, je n'étais pas candidat. Nous savons que nous sommes en démocratie. En démocratie, on n'est pas seul, puisque nous sommes dans une démocratie pluraliste. J'ai fait savoir tout ça, mais ils sont allés jusqu'au bout. Et finalement, c'était la guerre. La guerre avec des mercenaires. Il y avait des Israéliens, il y avait plusieurs nations. C'est vrai que vous étiez à Brazzaville, mais vous ne saviez pas ce qui se passait ici dans le pôle. Avec des armes non conventionnelles. J'ai dit, si c'est pour la vérité, je vais aller jusqu'au bout. Je ne renonce pas. Donc, si vous allez m'attraper, vous m'attrapez, vous me tuez. Et vous allez mettre tout sur ma tête parce que je n'aurai plus de bouche pour parler. Mais je crois en Dieu. Je sais que mon Dieu ne me laissera pas. Ça avait duré 2 ans. 2 ans, en 2 ans, on ne pouvait pas trouver quelque part où on pouvait s'acheter un bout de pain. En 2 ans, il fallait voir. On ne pouvait pas sortir des forêts. J'étais là avec mes enfants. J'étais là avec ma mère. J'étais là avec tout le monde. Bref, jusqu'au temps où, finalement, le gouvernement a demandé que je puisse, cette fois-ci, envoyer des gens pour négocier. J'ai dit, si c'est la paix que vous voulez négocier, je suis partant. Mais si c'est une reddition, je ne le ferai pas. Ils ont dit non, nous allons signer un accord de paix. Enfin, j'ai envoyé mes émissaires qui sont arrivés jusqu'à Brazzaville. Ils ont travaillé. Enfin, ils ont signé cet accord. Donc c'est l'accord que je suis en train de vous présenter ici, que j'attends les lignes qui restent, c'est-à-dire parce qu'il est ressorti dans cet accord que je puisse avoir un statut particulier. C'est ce statut-là qui doit me permettre de poursuivre la paix et tout ce qu'on peut faire ensemble concernant la paix. Et il y a aussi la réinsertion des ex-combattants. Ça fait déjà plusieurs années. Ils sont là, ils attendent, mais cela n'a pas encore été exécuté. Et enfin, avec tant d'autres. La réinsertion, on sait que dans votre équipe, autour de vous, il y a autant d'ex-combattants qui aujourd'hui, comme la plupart des jeunes Congolais, sont frappés par le chômage. Mais quel est aujourd'hui le message un peu fort, réconfortant, que vous envoyez à ces militants, à ces ex-combattants? Tous les Congolais, parce que il n'y a pas que les ex-combattants qui ne travaillent pas, il n'y a pas que mes militants à moi, mais la majorité des Congolais sont dans le chômage, je veux le dire. Vous savez, quand nous voyons le monde, si nous observons bien, les choses changent. Alors si nous n'avons pas une nouvelle manière de voir les choses, ça sera difficile que cette jeunesse ou ceux-là qui sont en chômage puissent avoir l'espoir. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans et même dans 10 ans. Moi je pense qu'il faut qu'on puisse proposer d'autres chemins. D'autres chemins. Comment nous allons faire pour sortir effectivement de cette grande difficulté. Donc, les jours ne sont pas finis. Je veux vous inviter, parce que ce que nous sommes en train de faire ici,
c'est pour qu'on emboîte le pas à ce que nous voulons effectivement expliquer à l'opinion publique nationale et internationale aussi, parce qu'il n'y a pas que le Congo qui souffre, c'est plusieurs pays aussi. Donc, il ne faudrait pas que les Congolais n'attendent que de l'État ou du gouvernement dans tout ce qu'ils ont besoin. Mais il faut qu'il y ait aussi des initiatives communautaires, voilà, individuelles. C'est ce qui va permettre que nous puissions avancer et puis aller au-devant. Voilà. Frère Mayinga, journal pour les Polérés. Il y a eu quelques questions où mon confrère m'a dévancé, mais j'aimerais ajouter une autre question. Révérend, vous laissez le candidat Kolela au bord de la route. Vous-même, vous n'êtes pas... Je ne l'ai pas laissé. Il n'est pas venu me voir. Voilà. Il n'est pas venu vous voir. Voilà. D'accord. Mais est-ce que, comme vous n'êtes pas candidat, est-ce que ce n'est pas une façon de laisser un boulevard au président candidat, Denis Sassou Nguesso, dont on vous accuse très souvent d'être de mèche avec lui, et par la suite, révérend, vous êtes un homme de foi, vous êtes pasteur. Est-ce que, présentement, vous pouvez nous dire en toute vérité, en toute sincérité, qu'est-ce qui se passe? Parce que très souvent, on dit, il est là-bas, il n'est pas là-bas. On aimerait quand même savoir. Dieu qui m'a défendu et qui m'a gardé durant toutes ces peines que j'ai subies. Je ne suis de mèche avec personne, ni avec M. Sassou. On n'a jamais parlé avec lui, que ce soit au téléphone. Nous gérons la paix ensemble avec lui. Et ça s'arrête là. Et comment vous communiquez si vous ne nous appelez pas au téléphone? Non. Ça se passe comment? En aucune fois. Aucune fois. Oui. J'ai fini avec ma question. Merci. Ok. C'est Nomiena Ata de Télé Congo. D'abord, je voudrais vous dire merci. Merci de l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé. Et merci à tout le monde qui nous a reçus avec joie. Et surtout, merci au privilège que vous nous accordez. Chaque fois que vous voulez communiquer, vous n'hésitez pas à nous déplacer, malgré les moyens qui sont difficiles. Merci beaucoup. Alors, j'ai 3 questions. La première question, je la prise dans votre communication. Vous dites que vous avez entamé des réalisations socio-économiques avec vos maigres moyens. Mais l'opinion dit que M. Ntoumi, donc le pasteur, le révérend pasteur Ntoumi, est dans la forêt. Mais il fait des œuvres grandioses. Alors, où est-ce qu'il trouve ses moyens? Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, dans la même question, vous demandez à ce que vous soyez soutenu pour le bien de la population. Nous savons qu'il y a le gouvernement d'un côté et il y a des partenaires internationaux. Alors, le soutien viendra de qui? Ça, c'est la première question. Eux sont des ex-combattants. Et des ex-combattants qui sont déjà vieux. C'est-à-dire, pour certains, ils ont déjà des enfants qui sont au lycée et les autres au niveau de l'université. Parce que depuis 98, 2008, 2018, jusqu'à aujourd'hui. Donc, si ceux qui avaient 17 ans, 18 ans, 20 ans, et pour certains, ils avaient déjà peut-être des petits-enfants, dans le temps, ces enfants-là ont déjà grandi. Donc, j'ai fait venir tous les militants de notre parti. Je leur ai expliqué ma vision. Je leur ai dit, écoutez, si nous restons croisés, si nous allons rester croisés les bras, les jours vont passer et finalement, l'âge que vous avez atteint là va encore dépasser. Ce sera plus que l'âge que vous avez maintenant. Finalement, quel sera le sort de vos enfants? Donc nous devrons travailler. Nous avons commencé cette œuvre-là. Les ex-combattants et les militants sont témoins. Ils savent comment nous faisons pour construire. Je ne travaille pas moi seul. J'ai même dit que à l'étape où nous sommes,
Parce qu'il y a plusieurs gens qui sont devenus des parents, mais qui n'ont même pas de logement, même pas de maison. Mais nous allons lancer des projets. Ne vous posez pas des questions. Où est-ce qu'on aura l'argent? Comment on va faire? Nous sommes chez nous. Nous sommes dans notre pays. Le Congo, c'est notre pays. Nous allons travailler avec nos mains. Et quand nous avons commencé ici, tout ce monde-là que vous voyez, c'est vrai que je n'ai pas fait venir tout le monde. Tout le monde est témoin. Donc, nous mettons des calendriers en place pour demander dans toutes les localités où il y a des ex-combattants de venir travailler ici. Donc, ce sont les ex-combattants eux-mêmes qui ont fait les briques. Les ex-combattants eux-mêmes, le véhicule que vous voyez là-bas, je l'avais acheté dès que nous sommes sortis des forêts. Ils vont aller prendre le sable. C'est le sable que vous voyez ici. Ici, nous irons prendre des pierres concassées, par exemple, avec la société chinoise qui est là, puisqu'ils viennent exploiter chez nous. Nous sommes des Congolais. Je n'ai pas acheté ces pierres-là. Je vous le dis en toute vérité. Parce que les maisons que je construis ici, ce ne sont pas mes maisons. Car en fait, ce sont des infrastructures de base que nous allons léguer aussi aux générations futures. Donc ce n'est pas seulement avec de l'argent que je travaille. J'ai plus que l'argent. Ce sont les hommes que j'ai. Nous voulons enchaîner avec la deuxième question. Vous avez dit que dans la crise que le Congo a connue à partir de 2016, Guy Brice Parfait Kolela n'a pas été neutre. Alors, qu'est-ce que cela veut dire de façon concrète? Je n'ai pas dit qu'il n'a pas été neutre. Je n'ai pas prononcé ce mot. J'ai été avec tous les leaders politiques de l'opposition. J'ai été avec Guy Parfait Kolela, c'est vrai, parce qu'il est du pool. Parce qu'au pool, ici, le pool était vu comme, il y avait des grands leaders comme Bernard Kolela et comme André Milongo. Bernard Kolela était décédé. André Milongo était décédé. Et moi, j'étais en train de suivre le processus qui était mis en place, qui était en cours, le processus de paix. J'avais dit, pour ce mandat-là, je ne suis pas partant. Mais en politique, on n'est pas neutre. Je veux partiser avec ceux-là qui sont à l'opposition. Parce que moi, je suis à l'opposition. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis à l'opposition. Donc je le dis bien. Donc, c'est vrai que j'ai été sollicité. Que je fasse partie de ceux-là qui sont au pouvoir. C'est-à-dire ceux-là qui sont... J'ai dit non, j'ai une histoire. Sinon cette histoire sera tronquée. Et puis vous êtes venus, c'est au moment où vous avez tout arrangé. Non. Nous avons fait la paix, nous devons la consolider. Et ça s'arrête là. Pour le moment, moi je ne suis pas candidat, parce que je ne suis pas encore prêt. Je ne soutiens personne, pourquoi? Parce que depuis que j'avais fait la paix, je n'ai vu personne ici, alors que j'étais déjà un homme libre. Donc, précipiter les choses, j'ai dit non. Je reste comme je suis, je reste neutre. Je ne soutiens personne. Ni que ce soit le pouvoir en place, ni que ce soit ceux qui sont au niveau de l'opposition, parce qu'on ne se connaît pas encore. Parce que quelqu'un peut se réclamer de l'opposition, peut-être qu'il n'est pas de l'opposition. Oui. Alors, donc, la dernière question me concernant, la dernière question. Dans votre discours, j'ai senti une dose spirituelle, et c'est normal. Vous êtes un homme de Dieu. Alors, en tant qu'homme de Dieu, comment vous voyez l'avenir de ce pays? L'avenir de notre pays est entre les mains de Dieu.
c'est pas un homme qui va parler. Tout ce que nous avons vu déjà dans le monde, ce qui s'est fait, personne n'a arrêté dans son cœur que dès que nous allons arriver en telle date, il y aura telle situation dans tel pays ou soit. Donc c'est comme aussi aujourd'hui. Nous sommes là, mais on ne sait pas ce qui va arriver cette année ou qui va arriver l'année prochaine. Moi, je pense que nous devrons travailler. Travaillons de manière que ce que nous sommes capables de faire, faisons-le quand il est là, quand le temps est là, j'allais dire. Le reste, c'est Dieu. Tout le monde, la BBC, je crois que ce n'est pas la première fois qu'on se voit. Je voudrais revenir sur la paix. En arrivant ici, j'ai vu tout le travail que vous êtes en train de faire. Mais tout de suite, j'ai pensé à le site de Soumouna. J'ai vu tout ce qui avait été fait. Tout ce qui avait été fait. J'ai eu la chance d'arriver sur le site de Mayama. J'ai été toujours émerveillé par tout ce travail qui a été fait, qui certainement révèle vos grandes convictions ou les grands projets que vous avez. Mais tout cela a été cassé par la suite. Et voilà que j'arrive ici encore. Je vois tout ce que vous êtes en train de faire. Je me dis, mais est-ce que c'est pas un feu de paille? Est-ce que ça va être, est-ce que ça ne sera pas encore cassé demain? Alors, est-ce que cette fois-ci, c'est la paix de façon définitive? À consolider cette paix et à pérenniser cette paix-là. Si nous travaillons, c'est une preuve pour montrer à l'opinion publique que on ne peut pas travailler pour que demain matin qu'on puisse encore arriver à casser ce que nous avons travaillé avec notre sueur. Mais maintenant, si on nous impose des choses, si ce sont des gens qui viennent casser, nous, après avoir travaillé, est-ce qu'il y a un autre moyen pour parer à cela? Bon, puisque nous savons que quand nous allons travailler, c'est sûr peut-être qu'ils viendront encore casser. Donc, nous devons croiser les bras, rester là sans rien faire. Non. Donc, vous êtes témoins et vous serez témoins. La question pour le compte du journal Le Patriote. Je reviens sur la présidentielle que vous avez abordée. Et vous savez aussi que dans l'opinion au niveau national, on attendait votre posture par rapport à cette échéance majeure. Vous avez dit que vous ne soutenez personne, mais vous n'êtes non plus candidat. Maintenant, vous avez demandé à la classe politique, aux différents acteurs, aux candidats de faire preuve de patriotisme, d'amour et autres. Croyez-vous que cette fois-ci vous serez écoutés, connaissant ce que sont nos acteurs politiques? Merci. Nous sommes en politique qui existe. Vous pouvez soutenir quelqu'un aujourd'hui parce que vous êtes convaincu de lui. Et si moi, je me mets contre lui, vous qui soutenez, puisque vous ne comprenez pas, est-ce que vous allez me croire ou bien vous allez dire que je suis mauvais? Nous sommes en politique. Parce qu'en politique, tout ce qu'on dit aujourd'hui, même si ce n'est pas ce qu'on allait dire, mais puisque nous jaugeons la pensée qui est en train de... Que dirais-je, quel verbe il faut utiliser? La pensée qui est en train de circuler dans l'esprit ou dans les esprits des gens. Je ne peux dire que la même chose, même si ce n'est pas ce que je voulais dire. Pour dire que je ne suis pas contre. Parce que à moi seul, je ne peux pas m'imposer pour dire non. Faisons comme vous faites. Et on va voir la suite. C'est ça. Pour la semaine africaine, je voulais juste, pasteur, savoir le sentiment qui vous a animé à l'annonce de la levée du mandat d'arrêt qui a été décerné contre.
J'ai pas bien saisi, reprenez un peu. Le sentiment qui vous a animé à l'annonce du mandat d'arrêt qui a été défait, de la levée du mandat d'arrêt qui a été défait contre vous. Bon, pas en n'importe quel motif que j'ai commis et que je sois arrêté. C'est pourquoi j'avais résisté. Si je n'avais pas résisté et que j'avais déjà épuisé ma peine, ou bien soit j'étais au milieu de ma peine et qu'on dise non, bon écoutez, vous avez été exempté, en ce moment-là, je devais avoir un sentiment. Mais j'ai réclamé ça, je dis, je n'accepte pas ça, parce que nous sommes en politique. Et en politique, même vous qui prenez un mandat d'arrêt contre moi, vous n'étiez pas neutre. Et finalement, j'ai eu raison. J'ai eu raison. Ça veut dire que j'ai convaincu l'autre partie. Mais si je me taisais, je pensais que je n'allais pas les convaincre. Ils allaient arriver jusqu'au bout. C'est pour la 4e fois que je suis en face de vous. Pour la première fois, c'était en 2007, nous étions à Soumouna. Ah bon? Oui. Juste 2 petites questions. Vous avez parlé de la reconstruction, de la paix. Oui. Mais ma question, je vais la puiser dans l'une des paroles de vos chansons. Vous dites, à cause de l'argent, les Congolais ont détruit le pays. Et c'est déplorable. En détruisant le pays, en général, tout comme le département du Poul. Mais certains opinions pensent que vous aussi, vous êtes coupable dans cette destruction, notamment le Poul. Parce qu'on sait qu'ici, les villages qui se sont vidés, et les arbres fruitiers qui ont été coupés, ceux qui avaient l'élevage, il n'existe plus rien. Que dites-vous à ces personnes-là qui soutiennent cette thèse? Où il y a des institutions, où il y a la politique, où il y a... car en fait, c'est un tout. On ne fait rien seulement pour soi-même. Tout ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt aussi des autres. Les autres, par exemple, si, tel que quand vous êtes arrivé, je ne voulais pas d'abord donner l'information à temps à l'opinion nationale. Je sais pourquoi je l'ai fait. Donc, j'ai attendu que, puisque pour certains vous étiez aussi à l'intérieur du pays, vous êtes rentrés. J'ai dit, est-ce que ça peut être possible aujourd'hui? J'ai demandé mon confrère Eloge Passy, il a dit oui, nous avons pris contact déjà quand même avec un grand nombre. Et vous êtes venus. Donc, vous savez, allez partout. Puisque vous parlez du pôle, allez partout, demandez si j'ai cassé déjà ne fût-ce qu'une maison ici dans le pôle. Je ne l'ai jamais fait. Ce n'est pas pour vous citer les villages qui ont été détruits et le nombre de personnes qui avaient été tuées. Nous savons que ce n'est pas un seul individu qui s'est levé. Que ce soit du côté du gouvernement, ceux qui sont venus, c'est sûr que... Est-ce qu'ils avaient des consignes comme ça? Est-ce que... Bon, je ne sais pas. Mais la majorité des villages qui ont été brûlés par la force publique. Mais pas par les ninjas. Donc, il y a eu plusieurs organisations qui sont venues dans le pôle, qui ont posé aussi des questions aux gens, à la population. Donc, je suis politique. Je ne parle pas ici en tant que quelqu'un qui fait comme un plaidoyer pour dire que voilà, regardez ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait. Ça ne sert à rien. Je parle en tant que politique, parce que j'ai une vision. Malgré ce que nous avons subi comme peine, je me dis, je ne peux pas croiser les bras, je ne peux pas rester comme ça. Sinon, on peut avoir peur d'eux, mais peut-être que c'est le pire qui va arriver.
si on croise. Enchaîne ta deuxième question. Donc la dernière, vous avez dit que vous ne soutenez personne, vous n'avez pas reçu le candidat. Il y a trop d'apathie, voilà pourquoi vous avez désisté. Il y a trop d'apathie. Des gens qui n'ont pas de pièces ou qui ne sont pas reconnus par l'État. Ça aussi, c'est l'une des raisons peut-être, mais c'est pas tout à fait ça. C'est parce que moi je pense que même pour ceux-là qui sont des candidats, s'ils ne sont pas avec le président Sassou, mais réellement ça devrait être à eux de s'approcher des autres. Mais on ne pouvait pas faire l'inverse, que parce que je sais qu'il y a un calendrier qui s'approche et que j'appelle les gens, puisque moi je ne peux pas me déplacer jusqu'à Brazzaville. Écoute, tu ne seras pas candidat, mais qu'est-ce que tu dis? Mais finalement, non, écoutez, ça c'est faire l'inverse. Je vous dis que je n'ai pas été contacté par aucun de ceux-là qui sont candidats aujourd'hui. Ben, si vous avez fini, je vais demander au président de conclure cet entretien. Merci. Ok. Que vous soyez arrivés, mais nous n'avons pas fini. Nous allons travailler. Parce que c'est un enjeu qui est là, qui est en cours. Je ne pouvais pas parler, mais sans m'appuyer sur cet enjeu-là, qui est l'élection. Mais sinon, j'ai beaucoup de choses à expliquer à l'opinion. Parce que c'est vous qui devrez transmettre à l'opinion publique. C'est-à-dire, c'est la presse. J'ai aussi une vision des choses que je dois expliquer. Mais vous, la presse, vous êtes de beaucoup pour que ma vision, effectivement, soit perçue par ceux-là qui peuvent marquer leur adhésion dans ça. Donc je vous remercie, je vous souhaite bon retour. Oui. Et nous allons rester, mais on va encore se revoir. À très bientôt. Merci beaucoup, Président. Donc, Révérend Pasteur Toumi, en décembre 2017, vous et le gouvernement, vous signez un accord qui mettait fin à la crise du pôle. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on fait le bilan, on peut se permettre que cet accord est bien appliqué par toutes les deux parties? Bon, de notre côté, nous avons épuisé les engagements que nous avons pris devant le gouvernement. Maintenant, du côté du gouvernement, il reste les points qui sont les plus essentiels. Il s'agit de la définition de mon statut en particulier. Et puis, il y a aussi la réinsertion des ex-combattants. Parce que ça, c'était de leur côté les engagements qu'ils avaient pris. Et jusque-là, nous attendons. Vous demeurez toujours dans le pool, les accords ont été signés, vous résidez toujours dans le pool, dans votre fief, vous ne revenez plus après ça, c'est parce que vous attendez le statut ou il y a une autre raison? C'est parce que je n'ai pas jusque-là de statut. Et puis, j'avais négocié aussi ma sécurité personnelle, chose obtenue, mais dans la pratique, pour que les militaires qui doivent être affectés arrivent, et ils ne sont pas encore là. Et puis, à ce que je sache, le chef d'état-major général avait fait valoir qu'on ne pouvait pas affecter une garde à une personne qui n'a pas un statut. Et depuis la signature de l'accord de paix, on vous écoute de moins en moins, vous prenez peu la parole, c'est pourquoi? Oui, on peut parler, c'est vrai, mais c'est pas ce qui compte. Il faut d'abord présenter quelque chose à l'opinion, c'est-à-dire ce qu'on veut montrer aux gens. Alors, nous avons, pendant les événements que nous avons connus, tout ce qu'on avait mis sur pied pour que ce soit notre cheval que nous allons présenter, tout avait été cassé. Alors j'ai dit, je dois d'abord travailler. Oui. Après avoir travaillé, enfin, je ne manquerai pas
de commencer maintenant à expliquer ce que je fais. Révérend Pasteur Ntoumi, nombreux de vos partisans, de vos proches, ils se sentent un peu marginalisés, abandonnés. La plupart d'ex-combattants n'ont pas de travail. Mais quel est le message d'assurance que vous pouvez envoyer à leur endroit? Oui. Vous savez, il est dit que l'agriculture, priorité des priorités. Donc, nous avons acheté quelques machines de labeur, oui, qui peuvent faire, par exemple, rien que par jour, si nous avons 50 hectares, c'est minime. Voilà. Alors en 10 jours, ça veut dire qu'on aura 500 et puis. Donc, nous allons lancer à bientôt. Et désormais, vous-même personnellement, quel est concrètement le rôle que vous comptez jouer dans le pays et dans le Congo en général? Et dans le Congo, c'est toujours le même rôle que je joue. Dans le Congo aussi. Parce que je deviens un père. Si j'ai parlé des générations depuis 98 jusqu'à aujourd'hui qui sont restées avec moi, je ne peux pas les abandonner. Et dans le monde aussi, je ne manque pas de propositions à faire aux autres peuples aussi. Dernière question, Pasteur Ntoumi, on vous accuse souvent, peut-être à tort ou à raison, d'être un homme manipulé par le pouvoir de Brazzaville. Que répondez-vous à ces détracteurs? Bon, ça a été manipulé. Parce que si j'étais manipulé, il n'y a pas eu mal de propositions qu'on m'a fait. Des propositions qu'on m'a fait que voilà, vous cherchez ici en voiture, vous allez vous retrouver, on ira voir un tel, et après tout va se traiter avec. Après, non, j'ai dit. Je ne suis pas un homme qu'on peut manipuler. En tout cas, merci pour votre disponibilité. On vous souhaite bonne chance dans tout ce que vous menez comme activité. Merci, je vous remercie aussi. Merci. Si, ça aussi. Mais regarde, tu transpires. C'est vraiment un secret. Oh. Donc, Ernest Dimi! Ernest Dimi! Ernest Dimi! Ça je transpire. C'est pas ça. J'ai du marigot là. Je devrais faire au moins une photo avec le pasteur pour une première fois. Voilà ce qu'on va proposer. Faisez-le la photo avec toute la presse. Voilà. Une photo de famille. Une photo de famille. Ah, d'accord.